La signature d'un protocole d'accord semblait à portée de main. Mais des frappes israéliennes sur la banlieue sud de Beyrouth pourraient donc tout arrêter. C'est ce que déclare le président du Parlement iranien, qui est aussi le négociateur en chef. Donald Trump vient de lui répondre via son réseau social que cette attaque n'aurait jamais dû avoir lieu. Mais est-ce que cela suffira? On fait le point avec Pascal Bourgault. Cette frappe israélienne sur le sud de Beyrouth aura suffi pour faire capoter tout accord. Par la voix de Mohamed Khalibaf, l'un de ses principaux négociateurs, l'Iran met fin aux pourparlers. Cette agression sioniste démontre une fois de plus que les États-Unis n'ont ni la volonté ni la capacité de respecter leurs engagements. La politique du bon flic et du mauvais flic est dépassée. Si l'on n'a ni la volonté ni la capacité de tenir ses engagements, il est impossible de poursuivre sur la voie actuelle. Un cessez-le-feu au Liban figurait comme condition sine qua non de l'Iran pour signer l'accord cadre, désormais paralysé. Ce matin, le scepticisme était déjà de mise dans la presse iranienne. À la une du quotidien ultraconservateur Tehran Times, Trump, Netanyahou pris à leur propre piège. Moi, je n'ai jamais cru les paroles de Trump, pas plus que celles de sa marionnette, Netanyahou, qui a mis le Moyen-Orient à feu et à sang. Je n'ai jamais eu confiance dans ce qu'ils disent. Nous obéissons au guide suprême. Les tenants d'une ligne dure anti-occidentale s'opposent carrément à l'idée même de négociation avec l'ennemi. Ces manifestants n'hésitent pas à invectiver Mohamed Khalibaf, président du Parlement, et Abbas Araghchi, ministre des Affaires étrangères, les deux principaux négociateurs iraniens. Ils ont attaqué nos commandants, ils ont attaqué notre guide suprême, ils ont franchi toutes les lignes rouges. Nous ne devrions conclure aucun accord avec eux. Nous devons nous venger maintenant et détruire Israël. Après cela, vous verrez, tout va se régler. Si Israël disparaît, l'Amérique signera un accord plus facilement. Un discours radical qui n'est pas partagé par une autre grande partie de la société iranienne. Ce matin encore, certains appelaient de leur vœu ce plan de paix maintes fois annoncé. Nous suivons avec prudence l'évolution des négociations car tout accord entre les parties contribuerait à améliorer la situation économique. Nous attendons les résultats concrets sur le terrain. Pour les Iraniens, la fin de la guerre signifierait surtout la fin de la crise économique qui rend leur vie quotidienne si difficile. Et tout reste incertain. Bonsoir Bertrand Badi. Bonsoir. On a bien besoin de votre décryptage ce soir, puisqu'il y a beaucoup de déclarations. Vous êtes spécialiste des relations internationales. Est-ce que Donald Trump est débordé par son allié Benyamin Netanyahou? En fait, il est pris dans trois pièges. Le premier piège est ancien. Quand il a dénoncé le traité du 14 juillet 2015, il s'engageait dans une logique de guerre d'intervention. Deuxième piège, la guerre d'intervention, c'est une guerre qui donne des gages aux éléments les plus radicaux du système politique iranien qui ont pris le dessus. Troisième piège, ces radicaux, ces ultras, parmi les Pasdaran notamment, sont en situation de connivence avec le gouvernement israélien qui ne veut pas non plus de cet accord. Ils sont sur la même ligne. Ils sont exactement sur la même ligne et c'est très simple. Quand l'accord est sur le point d'être signé, il suffit de bombarder Beyrouth Sud et tout est reparti pour un temps. Donc effectivement, on est dans une logique dont le président des États-Unis ne pourra se sortir qu'en reculant. Et c'est tout le problème. C'est-à-dire, acceptera-t-il de reculer? C'est l'énigme du quatrième piège. Alors Donald Trump s'est exprimé, il a dit que c'était une erreur, qu'il ne fallait pas frapper. D'ailleurs, il appelle à ne plus frapper le Liban. Là, il y a le président iranien qui vient de s'exprimer. La plus haute instance de sécurité d'Iran soutient la voie du dialogue. Alors, est-ce à dire que les Iraniens sont pour ce dialogue? Une partie seulement des Iraniens? Qu'est-ce que vous comprenez? Alors, c'est peut-être là qu'il y a la lueur d'espoir. C'est-à-dire que, objectivement, tout le monde gagnera finalement à un accord. Le grand problème, c'est qu'effectivement, comme je disais tout à l'heure, les fractions les plus extrêmes veulent mettre en échec un tel accord. Donc la logique systémique, la pression du système international, de part et d'autre, du côté des États-Unis et du côté de l'Iran, continue à s'exercer pour que cet accord puisse se réaliser et qui, finalement, résoudra autant
les problèmes de l'Iran que les problèmes des États-Unis. Le problème, c'est le petit caillou dont je parlais, les 3 petits cailloux dont je parlais tout à l'heure, qui, à chaque fois qu'on a l'impression qu'on est tout près, eh bien, oblige à reculer encore d'autant, ce qui obligera le président des États-Unis à reculer substantiellement, comme il l'a fait d'ailleurs ce soir, pour pouvoir enfin matérialiser cet accord. Alors on va justement voir ce qu'il y a dans cet accord, enfin ce qu'on en sait avec vous, Philippine de Clermont-Tonnerre. Bonsoir Philippine. Bonsoir. Alors quelles sont les dernières informations dont on dispose ? Alors, je vous propose, Estelle, d'examiner thème par thème les dernières déclarations des uns et des autres qui sont pour le moins contradictoires. Sur le détroit d'Ormuz, tout d'abord, samedi sur Truth Social, Donald Trump a assuré que ce passage serait ouvert à tous dès la signature de l'accord. Mais on le sait désormais, les propos du chef de la Maison-Blanche sur l'Iran, qui vise une fois sur deux à apaiser les marchés ou son opinion publique, sont quand même à prendre avec des pincettes. D'ailleurs, c'est un autre son de cloche côté iranien. Le chef de la diplomatie iranienne évoque, lui, une nouvelle gestion du détroit d'Ormuz qui permettrait notamment à l'Iran de percevoir des frais de service pour le transit. Autre point crucial, le nucléaire. Qu'en est-il ? Eh bien, toujours selon Donald Trump, les Iraniens seraient prêts à renoncer à l'arme nucléaire. Voilà ce qu'il écrit dans ce même post samedi. Lorsque le calme sera revenu, nous irons récupérer la poussière nucléaire enfouie profondément sous les imposantes montagnes de granit. Ce n'est pas exactement ce que déclarait vendredi Téhéran. Écoutez. Notre position a toujours été que la seule façon de gérer les stocks de matières enrichies, en particulier les matières qui le sont à 60%, est de les diluer en Iran. Par ailleurs, pour les médias d'État iraniens, 1. Ce texte ne comprend à ce stade aucun engagement sur le nucléaire. 2. Ce sujet fera l'objet de négociations durant une période de 60 jours suivant la signature éventuelle de l'accord. Autre grand volet de cet accord, il y en a beaucoup, mais là, c'est la levée des sanctions. Oui, un moyen de pression important des Américains, car l'Iran a urgemment besoin d'être renfloué. Les médias d'État iraniens, eux, ont annoncé que 24 milliards de dollars de fonds iraniens gelés seraient débloqués, dont la moitié immédiatement après la signature, ce que dément ce dimanche un haut responsable américain à CNN. Et enfin, on y revient, le texte prévoit-il un cessez-le-feu au Liban ? Oui, faut-il inclure le dossier libanais dans cet accord ? L'Iran pousse pour et exige un cessez-le-feu au sud-Liban, bastion de sa milice du Hezbollah, ce que confirme ce dimanche un haut responsable américain qui assure à CNN que le pays du Cèdre fait bien partie de l'accord. Enfin, dernier thème mis en avant par l'Iran, les réparations de la guerre. Les médias iraniens évoquent un fonds de reconstruction d'au moins 300 milliards de dollars, mais les dernières déclarations côté américain n'en font pas mention. Merci Philippine pour cette mise au point. Bertrand Badi, quel est le point qui, aujourd'hui, alors on a parlé du Liban, mais qui vous semble le plus complexe à régler ? Le nucléaire iranien ? Alors le point le plus sensible, c'est le Liban. Pourquoi ? Parce que c'est un atout entre les mains des plus radicaux pour arrêter l'accord immédiatement. Le reste, je dirais, ne constitue pas véritablement une source de blocage. Pourquoi ? Parce que ce fameux mémorandum, c'est pas un accord, mémorandum que l'on attend, ouvre une période de 60 jours, de ce que l'on sait, durant lesquels toutes ces questions vont être traitées. Donc pour l'immédiat, il s'agit simplement d'énoncer des intentions. En énonçant des intentions, vous ne fabriquez pas, vous ne proposez pas de solution, donc il n'y a pas de blocage. En revanche, le Liban, c'est un blocage immédiat, parce que, comme on l'a vu cet après-midi, il suffit de rompre le cessez-le-feu au Liban pour que tout s'écroule. Donc le vrai problème en ce moment, c'est le Liban. Le reste appartiendra au temps, et probablement au temps long. Ça ne m'étonnerait pas qu'au bout de 60 jours, il y ait un nouveau mémorandum pour ouvrir une nouvelle période de 60 jours. Là, l'enjeu, c'est très simple, c'est ouvrir le détroit d'Ormuz et lever le blocus américain sur le golfe d'Oman. C'est ça le véritable enjeu. Ouvrir le détroit d'Ormuz, mais semble-t-il, aux conditions iraniennes, ça sera un échec quand même pour Donald Trump. De toute façon, ça sera un échec pour Donald Trump. Pourquoi ? Pour une raison très simple, c'est que le jeu iranien est très clair. Il n'est pas question de revenir exactement à la situation du 28 février dernier. Il n'est pas question de retrouver un détroit d'Ormuz totalement libre de tout contrôle iranien ou irano-omanais. Donc, de toute manière, ce sera une humiliation pour le président des États-Unis.